D'abord, merci de m'avoir invité pour présenter ce dernier ouvrage qui est en réalité un ouvrage qui est très important pour moi parce que on va dire, il résume des travaux de recherche qui ont été menés depuis, on va dire, une dizaine d'années sur les médias en Tunisie, sur le journalisme, sur la communication politique et sur les liens de ces trois phénomènes à la démocratie. Donc c'est un travail qui synthétise un ensemble de recherches que j'ai menées, souvent de façon individuelle, parce que vous savez, en Tunisie, les chercheurs ne disposent pas des moyens nécessaires pour entamer des recherches sur la transition politique ou sur la transition médiatique. Et d'ailleurs, je dois dire que la transition médiatique est encore sous-analysée, sous-étudiée. Donc ce travail a pour but de comprendre comment la transition politique, c'est en réalité un travail sur la transition politique, comment la transition politique est impactée par les médias, par la communication politique et par le journalisme. Le terme ou le concept de démocratie spectacle fait référence à une problématique très étudiée dans les sciences politiques qui est relative à ce qu'on appelle la spectacularisation de la politique, qui elle-même renvoie à plusieurs autres sous-problématiques, par exemple ce qu'on appelle la personnalisation de la politique. En sciences politiques, la personnalisation politique renvoie à l'idée que le jugement politique, que les citoyens jugent les élites politiques, jugent les événements politiques à partir d'éléments, de variables tels que l'image, la personnalité et surtout l'image, pas uniquement l'image en termes de figuration, figurative, visuelle, mais aussi l'image mentale. Et donc la personnalisation, la spectacularisation, c'est-à-dire la manière avec laquelle les médias présentent la vie politique. Et en réalité, j'ai emprunté ce terme à un politologue français, Bernard Manin, qui, dans son ouvrage « Les principes du gouvernement représentatif », qui est un ouvrage de référence dans les sciences politiques, a parlé de la démocratie d'audience ou du public, traduit en anglais « audience démocratie ». Donc, selon Bernard Manin, il y a la démocratie, ou en réalité le gouvernement représentatif, est passé par trois phases. La phase parlementaire, la phase des partis et la phase du public. Il voudrait insister par le terme démocratie du public sur l'idée que les médias sont devenus un vecteur important, organisateur de la vie politique. Par exemple, les délibérations, les discussions se passent dans les médias. L'importance de l'image, l'importance de la communication. La communication devient un élément important dans la sélection des hommes politiques. On peut en parler ensuite. Parce que voilà. Donc voilà, l'idée c'est de faire une connexion entre les sciences de l'information et de la communication et les sciences politiques. Et le terme démocratie spectacle ou démocratie du public, en réalité j'aurais pu utiliser le terme démocratie du public qui a été mis en place par Manin, mais j'ai voulu insister un peu sur le côté spectaculaire ou spectacularisant de la vie politique. Les élections de 2019, pour moi, est la consécration de cette dynamique de spectacularisation. Pourquoi? Parce que Kais Saïed a été élu sur la base de l'image. Il n'a pas de programme, il n'a pas d'idée politique. Il s'est présenté aux Tunisiens sans idée politique, sans programme. D'ailleurs, c'est lui qui le dit. Il lui dit, moi, je n'ai pas de programme, je n'ai pas d'idée politique, je n'ai pas de proposition. Les Tunisiens l'ont élu uniquement sur la base de l'image d'un homme honnête et intègre. Donc vous voyez comment, c'est très important. Et Nabil Karoui, qui est passé au deuxième tour, lui aussi, il a été, son point fort, c'était la campagne de communication
de longue durée, qui a duré au moins 2 ans, qu'il a mené ou qui lui a permis d'être au deuxième tour. Donc nous voyons en 2019 la spectacularisation de la politique, l'importance grandissante de la communication, a atteint, on peut dire, un stade terminal. La démocratie spectacle ou la démocratie du public, c'est une démocratie où les partis politiques n'ont pas d'impact. Ils ont encore de l'impact, mais de la place dans la vie politique, mais c'est une importance relative. Même dans les partis politiques, on va trouver les logiques de la démocratie du public ou la démocratie du spectacle. C'est pourquoi les spécialistes parlent, par exemple, du parti personnel, personalist party. C'est-à-dire qu'il y a des partis politiques qui sont basés tout entier sur l'image du chef. Si le chef disparaît, c'est la totalité du parti qui disparaît. Je vais vous donner des exemples. Nida Tounes était fondé sur l'image de son leader. Le PDL, sur l'image de son parti, de son leader. Hazm al-Maraih, on ne connaît que le Maraih. Il y a des partis aujourd'hui on ne connaît que le leader. C'est-à-dire qui sont des partis qui fonctionnent selon la logique de l'image, de la logique de... Si le chef existe, si le chef est charismatique, si le chef maîtrise les techniques de communication, s'il est capable de se créer une audience, alors le parti va exister. Alors, dans la démocratie du spectacle, la logique de la spectacularisation voudrait aussi que les passions, que les émotions occupent une place importante, une place réellement importante. Alors, j'ai consacré un chapitre dans mon ouvrage à la question du ressentiment. Certaines personnes pourraient s'interroger pourquoi on s'intéresse au ressentiment. Alors, dans les sciences politiques, il y a toute une tendance qui va étudier, analyser une dimension on va dire irrationnelle dans la vie politique. C'est-à-dire que les lecteurs, les électeurs, quand ils votent, ils ne votent pas obligatoirement sur la base de variables ou de déterminants rationnels. Un programme politique, des idées. Ils votent sur la base d'émotions. Et parmi les émotions les plus importantes qui ont été utilisées, qui ont été étudiées dans les sciences politiques, il y a d'abord la colère, la peur et surtout le ressentiment. Alors la colère, selon les politologues, la colère va favoriser des comportements électoraux complètement déraisonnables. C'est-à-dire que la colère va amener les électeurs à choisir des candidats qui vont vouloir casser le système. Justement. Alors que la peur va donner des électeurs qui vont plutôt... parce que quand quelqu'un a peur, il devient calculateur, il devient prudent. Donc la peur va donner un vote conservateur. Alors que la colère va donner un vote un peu irrationnel. Tous ceux qui ont voté pour Kais Saïed en 2019 voulaient casser le système. Justement. Voulaient casser le système. Voulaient se débarrasser du système. Et c'est ce qu'a fait Kais Saïed. Il s'est débarrassé, il a détruit le système et il a considéré que le système n'était plus digne, on n'était plus capable d'assurer ses fonctions comme tout système politique. Donc voilà. Mais je me suis intéressé en particulier à la question du ressentiment. Le ressentiment, il a donné, à mon avis, il y a 3 types de ressentiment en Tunisie. Il y a le ressentiment anti-révolution, qui va donner Abir Moussi. Il y a toute une colère, un ressentiment contre les conséquences de la révolution. Nous avons un ressentiment anti-ancien régime.
Donc nous avons une partie de l'opinion publique qui a encore un ressentiment contre le RCD, contre l'ancien régime, qui va donner Nahda, qui va donner le parti de Monsef Marzouki, qui va donner Atilef Karaba. Et nous avons un troisième type de ressentiment qui est le ressentiment anti-système, anti-élite, qui va donner Kais Saïd. Donc, le ressentiment, reflète en réalité l'incapacité du système politique à être un système inclusif, participatif, et les désenchantements politiques, la défiance vis-à-vis des élites, le désespoir. En Tunisie, pendant 10 ans, on a eu à la fois un enthousiasme d'abord aux premières années de la Révolution, puis ensuite l'enthousiasme est devenu colère, ensuite ressentiment. Je voudrais dire que nous avons un système politique qui était incapable de mettre en place des mécanismes d'inclusion, de participation. Et quand on est frustré, les citoyens frustrés deviennent des citoyens qui expriment du ressentiment. Et le ressentiment est très, très destructif. Pour moi, le mot média, c'est un terme bateau, c'est un terme valise, qui contient plusieurs choses. Il n'y a pas, à mon avis, un seul journalisme. Il y a 3 journalismes, à mon avis. 3 sortes de journalisme. Il y a ce que j'ai appelé dans le livre le journalisme de transmission. Ensuite, il y a le journalisme d'information. Et enfin, il y a un journalisme que certains chercheurs dans le monde appellent journalisme de communication, que moi j'ai appelé journalisme de l'expressivité. Je l'ai appelé le journalisme Sahaf al-Tabiri. Je vais expliquer. Alors, en fait, en gros, le journalisme de transmission, c'est un journalisme qui est pratiqué par la majorité des journalistes qui sont issus de l'Institut de presse des centres de l'information, qui sont très mal payés, très mal payés, qui travaillent dans des conditions professionnelles très médiocres, et qui consiste à reproduire, rapporter l'information presque brute. Les communiqués de presse, parfois on voit des communiqués de presse qui sont repris tels quels, sans aucun traitement. Pourquoi? Parce que ces journalistes, que je suis en train de former moi-même à l'Institut de presse, travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, ils sont très mal payés, ils sont obligés de produire une dizaine d'articles par jour. Ils sont presque harcelés par leur direction. Alors, le deuxième type de journalisme, alors les journalistes issus de l'IPSI sont l'acteur le plus faible, le plus fragile du système médiatique. Deuxième type de journalisme, le journalisme d'information. C'est un journalisme plus élaboré, où on va trouver de l'enquête, du reportage, de l'entretien, de l'analyse, et qui est pratiqué de façon inégale, sporadique, dans certains médias publics et dans certains médias alternatifs, comme Intifada, Nawet, Katiba, mais aussi dans certains médias privés, il faut le dire. Il y a un troisième type de journalisme que je vais appeler le journalisme d'expressivité, qui est pratiqué par ce qu'on appelle les chroniqueurs. Alors, je voudrais m'arrêter un peu sur cet aspect. Le journalisme de l'expressivité, c'est le journalisme qui jouit de ce que certains théoriciens appellent le prestige professionnel. C'est-à-dire, les chroniqueurs, en général, ils profitent de la visibilité, ils sont visibles quotidiennement, dans les radios, dans les télévisions. Sur le plan matériel, ils sont payés parfois 7 à 8 fois plus qu'un journaliste de terrain, de journaliste basique. Et pour moi, la majorité, pas tous les chroniqueurs, la majorité des journalistes, des chroniqueurs ne font pas du journalisme. J'ai appelé ce genre de chroniqueurs, pas tous, j'insiste sur l'idée, pas tous. Il y a certains chroniqueurs
qui sont au service du journalisme, de la cause du journalisme. Quelle est la cause du journalisme? C'est la recherche de la vérité. Or, il y a certains chroniqueurs qui sont sélectionnés par les propriétaires des médias, non pas pour informer le public, mais pour représenter des acteurs politiques. C'est très très important. La preuve, quand Annal a quitté la scène politique le 25 juillet, tous les médias ont retiré les chroniqueurs qui représentent Annal. Ça, c'est très très important. C'est pourquoi j'appelle ce genre d'acteurs des acteurs hybrides. C'est-à-dire, ils sont là pour représenter le point de vue d'institutions politiques. Certains médias conçoivent les plateaux selon les rapports de force de la scène politique. Par exemple, la présidence aujourd'hui a des chroniqueurs qui parlent en son nom. Parfois, la présidence ne les a pas choisis et n'a pas demandé à ce qu'elle ait des représentants. Mais les médias considèrent que, certains propriétaires des médias considèrent que pour protéger leurs intérêts, il faut que le plateau reflète les rapports de force. Donc on va trouver des représentants de la présidence, des représentants, par exemple, du parti d'historiens libres, etc., etc. Ce genre de journalisme, à mon avis, a participé à... Je dois choisir un terme, un qualificatif, une opinion publique qui est polarisée, qui est basée sur le clivage, qui fonctionne par l'émotion. Parce que les chroniqueurs, en général, ils ne sont pas là pour présenter une analyse sereine, une analyse informée, une analyse documentée. La plupart, ils sont là pour mettre de la passion, polariser, soutenir, défendre parfois un point de vue politique de façon parfois irrationnelle, parfois en utilisant la manipulation. Et cela a donné une opinion publique complètement polarisée, c'est-à-dire clivée, qui fonctionne selon l'émotion, qui est désinformée. Et dans le livre, j'ai insisté sur l'idée que les électeurs tunisiens sont en général volatiles, c'est-à-dire ils changent de comportement. C'est pourquoi on a vu des partis monter puis disparaître. Ça s'appelle la volatilité. Des électeurs, mais mal informés. Pourquoi mal informés? Parce qu'aujourd'hui, le journalisme de qualité d'information, les conditions, et ça, je suis désolé de dire ça, les conditions objectives qui permettent l'épanouissement d'un journalisme de qualité, d'un journalisme d'information, d'un journalisme qui est au service de la vérité, n'existent pas. Le quatrième pouvoir, ce n'est pas un slogan. Je vois certains jeunes journalistes dire « nous sommes le quatrième pouvoir ». C'est beaucoup plus compliqué. Ça veut dire quoi un quatrième pouvoir? Ça veut dire que si on considère la démocratie comme un écosystème, c'est-à-dire qu'il y a des institutions, un ensemble d'institutions qui doivent coexister ensemble pour assurer la qualité du système démocratique. Dans ce qu'on appelle la vision normative du journalisme, la vision du journalisme tel qu'il doit exister, les médias jouent le rôle de surveillance, watchdog. C'est-à-dire qu'ils doivent surveiller le pouvoir politique. Comment ils doivent surveiller le pouvoir politique? À travers l'investigation et l'enquête. C'est-à-dire que les journalistes doivent informer les citoyens de la façon avec laquelle les affaires de l'État, les institutions de l'État sont gérées. Je vais vous donner un exemple qui montre, il y a quelques années, il y a eu l'affaire Benalla en France. Il y a un membre de l'équipe de sécurité de Macron qui a molesté, qui a frappé un manifestant. Une semaine après, il y a le Parlement qui a mis en place des comités, une commission d'enquête dont les travaux ont été diffusés en direct à la télévision. Et
Et l'affaire elle-même a été dévoilée par le journal Le Monde. Et toute la presse française a presque collaboré avec l'Assemblée nationale pour dévoiler toute cette affaire. En Tunisie, on n'a pas... Les journalistes aujourd'hui, les pouvoirs politiques, les élites politiques, les partis politiques et les propriétaires des médias aussi, n'ont pas intérêt à voir éclore ce journalisme. Certaines personnes me disent « Non, écoutez, les médias privés ne sont pas obligés de faire ça. » Je leur rappelle qu'en France, la chaîne de télévision qui fait le plus d'investigations, c'est une chaîne privée, c'est M6. L'émission, la plus ancienne émission de vulgarisation scientifique en France, elle est diffusée par une chaîne privée. Il y a une interférence entre la logique commerciale, la logique politique et la logique journalistique. La confiance dans les médias est très faible en Tunisie. Bon, on va me dire que la confiance, la défiance vis-à-vis des médias existe en France aussi. Mais ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. En France, dans les pays occidentaux où il y a une défiance, c'est vrai, vis-à-vis des médias, il y a des médias qui fonctionnent plus ou moins normalement. Il y a la BBC, il y a France Télévisions, il y a Le Figaro, Le Monde, il y a Le Guardian, etc. En Tunisie, on n'a pas encore fait d'enquête, mais les éléments, à travers les travaux d'étudiants, les travaux que je réalise moi-même, etc., il y a presque un divorce. Presque un divorce. Pas l'air entre les médias et le public. Et aujourd'hui, les médias sont perçus en Tunisie à cause notamment de ce journalisme de l'expressivité dont j'ai parlé, comme un journalisme au service du capital, au service des acteurs politiques, au service des partis politiques et des élites politiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le journalisme, malheureusement, n'a pas pu, mais ce n'est pas uniquement la faute des journalistes, n'a pas pu imposer sa propre logique, son autonomie. Les partis politiques, les élites politiques n'ont pas intérêt à réformer les médias publics, y compris Kais Saïed, je le dis franchement. Est-ce qu'il y a une initiative actuellement pour réformer la télévision publique? Au contraire, le syndicat national, le SNJT, vient de publier un communiqué hier pour dire que la télévision nationale est devenue un appareil de propagande, carrément. Et on n'a pas besoin d'être une lumière en matière de journalisme ou d'information pour voir que la télévision est devenue actuellement, notamment le programme qui est diffusé avant le journal télévisé, parce que la vérité, le journal télévisé essaie de préserver la logique professionnelle. On trouve encore du journalisme dans le journal télévisé, mais dans l'émission de talk show ou l'émission de débat, c'est une émission qui est complètement orientée vers le soutien de la politique présidentielle. Donc, les partis politiques, les acteurs politiques n'ont pas intérêt, et surtout, il faut dire aussi, moi je le dis franchement, la régulation en Tunisie a été une régulation inefficace. Elle existe, la AICA existe, mais elle a un peu d'impact sur le secteur audiovisuel. C'est pourquoi on voit aujourd'hui comment fonctionnent les chaînes de télévision. Elles sont devenues presque des stores, des magasins de commerce, de valises, etc. Parfois, il y a des chaînes aujourd'hui qui fonctionnent sans programme d'information. Sans programme d'information. Il y a dans des chaînes de télévision, il y a des programmes d'information sans journalistes. Sans journalistes. Il y a des acteurs politiques qui font, l'office de chroniqueurs. On a écarté les journalistes et on a ramené des acteurs politiques et on leur demande de commenter la vie politique. Donc c'est une situation de désordre total. Et à mon avis, moi je parle un peu de l'échec de la transition politique ou du déblocage, dû aussi, cet échec, il est dû, ou ce blocage, à l'échec de la transition médiatique. Et moi, j'appelle à une refondation de la transition médiatique. La première transition médiatique qui a été initiée par l'INRIC, qui a été initiée par les décrets-lois
115 et 216 n'a pas donné les résultats attendus. Donc il faut aujourd'hui une réforme totale à caractère, j'insiste beaucoup, systémique, c'est-à-dire général. Je suis arrivé à une conclusion, il n'y aura pas de transition médiatique réussie sans transition politique réussie, et l'inverse est vrai. On ne peut pas aujourd'hui instituer un système médiatique basé sur la transparence, qui est capable de jouer son rôle en tant que quatrième pouvoir, qui peut informer les Tunisiens de façon qualitative, de façon qualitative, de façon professionnelle, qui assure le droit des Tunisiens à l'information, qui assure aux journalistes les conditions professionnelles pour exceller dans leur profession, sans qu'il y ait une élite politique qui soit capable de mettre en place une politique publique. Parce que les médias publics ne peuvent pas se réformer d'eux-mêmes. On ne va pas demander aux journalistes de réformer les médias publics. On ne va pas demander... Certaines personnes me disent pourquoi vous n'incriminez pas le syndicat national, le SNJT. Ben, le SNJT ne peut pas réformer à lui seul la télévision publique. C'est évident, man. C'est comme dire pourquoi les syndicats ne réforment pas le secteur de l'électricité, des énergies. C'est du n'importe quoi. Ceux qui sont responsables en premier de la situation actuelle du système médiatique, des médias, ce ne sont pas les syndicats. Les syndicats assument, et je l'ai dit, ils ont une part de responsabilité. Mais la responsabilité, la part la plus importante de responsabilité incombe au pouvoir public. Or, aujourd'hui, nous voyons que le gouvernement de Najla Bouden se comporte de la même façon que tous les autres gouvernements. La réforme des médias publics n'est pas sur son agenda. Je pense que c'est le dernier de ces soucis. Que la Ils n'ont pas besoin. Ouais, nous avons une agence de presse qui vit des conditions extrêmement difficiles à table. L'entreprise SNIP La Presse vit aussi des conditions extrêmement difficiles. La radio, quand je visite la radio pour donner des interviews, je suis sidéré par l'état de l'immeuble, l'état des bâtiments. C'est incroyable, maintenant. Et je pense que c'est le dernier souci. Ils ne sont pas dans la culture politique des élites politiques. Les médias constituent un relais. C'est tout. Dans ma vision des choses, je pense, j'ai parlé de la responsabilité des syndicats. Aujourd'hui, c'est de la responsabilité des journalistes et des syndicats d'imposer la réforme des médias. Il faut l'imposer à l'élite politique. Il faut dire que la communication politique de Kais Saïed, en tant que président, est passée par deux phases. En gros, nous avons une première phase au cours de laquelle Kais Saïed a utilisé les médias pour se constituer ce qu'on appelle dans les théories de la communication politique un capital politique. C'est un capital médiatique. Un capital médiatique, c'est-à-dire il a développé une visibilité, une notoriété grâce aux médias qu'il a ensuite, à partir de 2019, converti en capital politique. Donc, Kais Saïed, sans le journal télévisé de 20h, n'aurait pas pu exister en tant qu'acteur politique. C'est la télévision nationale qui l'a présenté aux médias. C'est la télévision nationale qui l'a présenté aux médias. Ensuite, à partir de 2019, il a utilisé la communication, les médias dans sa communication politique, dans sa campagne présidentielle, mais de façon assez minimaliste. Ensuite, il s'est affranchi des médias. À mon avis, pour plusieurs raisons. D'abord parce que Kais Saïed considère qu'il a une vision assez spécifique de la scène médiatico-politique ou politico-médiatique. Et il considère que les médias sont connectés à des forces politiques, à des lobbies. Il a un peu cette c'est un peu vrai. Il a un peu cette vision que les médias ne sont pas au service de la société, mais ils sont au service de lobbies économiques, de lobbies politiques.
Et aussi, il a une vision de la démocratie qui ne tolère pas ce qu'on appelle les corps intermédiaires, qui ne tolère pas les médiateurs, et même sa propre communication présidentielle ne tolère pas de médiateur, il n'a pas de porte-parole. Et aussi, il faut aller beaucoup plus loin pour comprendre la communication politique de Kais Saïed. Kais Saïed, c'est un modèle. Il y a une chercheure italienne qui s'appelle Nadia Urbinati qui parle du modèle plébiscitaire. Kais Saïed n'est pas vraiment un populiste. C'est un populiste plus un chef. C'est un chef un peu populiste parce qu'il dit qu'il parle au nom du peuple. Un acteur populiste, c'est quelqu'un qui parle au nom du peuple. C'est pas quelqu'un qui flatte le peuple. Ça, c'est un démagogue. La définition du populiste, c'est quelqu'un qui fait appel au peuple, qui voudrait incarner le peuple, qui parle au nom du peuple contre l'élite. Il s'accapare, il mobilise, il est dans un modèle d'incarnation. Il dit, c'est moi qui parle, qui est le représentant légitime, authentique. Urbinati parle d'un œil gigantesque qui regarde le chef quotidiennement, qui le surveille, qui le contrôle. Et c'est un modèle assez particulier. Non seulement Kais Saïed ne reconnaît pas les corps intermédiaires, mais en plus, il ne voudrait pas accorder à ces corps intermédiaires la légitimité de le questionner. Pour lui, il n'est redevable qu'au peuple. Ça, c'est très très important dans la logique plébiscitaire. Il n'est redevable qu'au peuple. Et la redevabilité au peuple, pour utiliser le modèle d'Urbinati, c'est un modèle esthétique. Quotidiennement, il parle au peuple. Et le peuple l'écoute. C'est ça le modèle de communication, c'est un modèle dit plébiscitaire. Et donc dans ce cas-là, il n'a pas à se soumettre à l'exercice de la redevabilité. Quand un homme politique participe à une conférence de presse, c'est qu'il reconnaît le journaliste comme un porte-parole. Or, Kais Saïed ne reconnaît aucun porte-parole. Kais Saïed utilise beaucoup les réseaux sociaux parce que justement, il voudrait instituer ce rapport direct, instantané au public, au peuple, alors que les populistes, eux, utilisent quand même les médias. Les populistes ne sont pas toujours anti-médias. En France, les populistes en Italie, ils ont des sites internet, ils apparaissent dans les médias, etc. Le chef plébiscitaire, c'est quelqu'un qui est dans une relation, comme je l'ai dit, presque esthétique. C'est quelqu'un qui et c'est pourquoi Kais Saïed ne s'intéresse pas trop à la télévision publique. Je vais vous surprendre en vous disant que Kais Saïed porte très peu d'intérêt à la télévision publique. Enfin, il a un intérêt pour la télévision publique, mais pas un intérêt équivalent, du moins, à l'intérêt qui a été porté par les partis politiques. Les partis politiques, qui régnaient, qui gouvernaient le pays avant le 25 juillet, avaient un intérêt très important pour les médias. Pour le moment, ça fonctionne parce que Kais Saïed jouit d'un consensus, d'un plébiscite plus ou moins relatif qui est en train de régresser. Tant que la scène politique, que la vie politique s'organise de la façon actuelle, tant que les partis politiques sont en crise, tant qu'il y a encore de la défiance par rapport à la vie politique, tant qu'il n'y a pas d'alternative. L'alternative, c'est très important là.
Les Tunisiens, quand vous parlez aux Tunisiens, s'ils entendent quelqu'un critiquer Kais Saïed, ils vous disent « Ah, vous voulez faire revenir les anciens partis ». C'est-à-dire que actuellement, le crédit dont jouit Kais Saïed est dû à la défiance énorme vis-à-vis des partis politiques. Tant que ce paysage politique est organisé de cette façon, configuré de cette façon, Kais Saïed peut continuer ce modèle, dans ce modèle. Alors, vous allez me dire que peut-être Kais Saïed n'est pas un très bon communicant, mais il a une très bonne image. Dans tous les cas, aujourd'hui, l'image, aujourd'hui, on peut exister de la vie politique sans parti politique, mais grâce à l'image. Nabil Karoui a fait sa campagne, puis ensuite il a créé un parti. Le parti devient accessoire. Alors que dans une démocratie normale, c'est le parti qui est plus important que la... Ou au moins, il y a le parti qui est important avec un chef qui a une popularité, qui a une image, qui a une... C'est vous dire combien la démocratie tunisienne est malade. Malheureusement, la transition politique et la transition médiatique est très peu étudiée. Je pense que nous avons, nous, en tant que chercheurs, même en l'absence de moyens, de contribuer à l'intelligibilité et à la compréhension de la transition politique, à la transition médiatique. Nous devons produire du savoir pour que nous puissions nous comprendre nous-mêmes en tant que société et contribuer à résoudre les grandes problématiques qui intéressent la société.